Et je vous présente donc l'abbé Pierre, on va en parler évidemment en détail, mais je vous présente Héra Myrtelle. Alors, Héra Myrtelle, la voici. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà, je voulais préparer un petit peu notre intervention de maintenant. Et j'avais travaillé, j'ai fait une conférence il y a moins d'un an de cela sur l'abbé Pierre, mais spécialement sur Emmaüs. Et donc, j'avais fait tout un travail de synastrie, à la fois sur l'abbé Pierre, sur Lucie Coutaz, qui a toujours travaillé avec lui, et sur, comment il s'appelait, Roger quelque chose, je ne sais plus, qui est le premier compagnon d'Emmaüs, et qui ont des liens de nœuds lunaires absolument invraisemblables au degré près, et qui touchent entre autres à Vénus et ainsi de suite. Et comme on va le voir après, je pense que ça fera partie de notre discussion, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant quand même parce que l'abbé Pierre, il a quand même Soleil-Pluton, il a quand même un Mars très puissant, mais par le biais de ses activités, par le biais de Lucie Coutaz, entre autres, on va dire, il a sublimé voilà, ces problématiques. D'accord. Et puis là, j'ai relu des choses et je suis tombé sur Héra Myrtelle. Alors, Héra Myrtelle, c'est la tante de l'abbé Pierre, condamnée pour meurtre en 1920, je crois. Alors, c'est-à-dire, parce que le procès a duré assez longtemps. Voilà, ça c'est. Alors, je ne vois pas très bien à cause de ça. Voilà, ça c'est. Oui, bon, voilà, c'est ça. Et c'est le moment où cette femme, donc, cette femme, où Héra Myrtelle va assassiner son mari. Alors, il faut savoir que c'est... Alors, je vais revenir juste une minute à son thème. Il faut savoir que c'est un procès qui a défrayé la chronique, que c'est la sœur du père de l'abbé Pierre, qu'elle est considérée, alors entre guillemets, il faut faire attention parce que c'est une époque, hein, on est dans les années 1920, mais quand même, on pense qu'elle a aussi assassiné son premier mari. Elle tenait des salons, elle était féministe plus que militante, elle défendait la supériorité de la femme par rapport à l'homme. Elle semblerait, alors elle est évidemment traitée de nymphomane, donc j'aime pas beaucoup ce mot du tout, mais il semblerait qu'elle était très portée sur le sexe, ça c'est sûr. Et voilà, on pense qu'elle a assassiné son premier mari et elle est condamnée pour avoir assassiné le second. Ça, c'est certain. Et ce qui m'a intéressé, parce que c'est là-dessus que j'avais travaillé par rapport à l'abbé Pierre, donc regardez ici donc l'abbé Pierre, ce qui m'a intéressé entre autres, c'est Vénus, évidemment. Vénus, 21 degrés ici du Lion, et sa tante, le nœud lunaire nord, 23 degrés du Lion. Et au moment de l'assassinat, on on se retrouve avec Jupiter ici à 24 du Lion, conjoint à Vénus à 15 du Lion. Et il y a aussi, oh là là, ça ne va plus passer là. Et il y a aussi le fait que donc elle a son ascendant et son soleil ici tout début Scorpion. Oui, c'est cela, mais c'était pas. Parce que là, j'ai travaillé là-dessus vraiment très rapidement aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. C'est que au moment en plus de l'assassinat, on voit que Mars et Raoult, donc c'est l'époque évidemment de l'assassinat, sont ici au début du Scorpion. Donc elle, sur son ascendant, ça correspond bien. Mais en fait, on est, ah là là, on est également dans des liens assez précis avec l'abbé Pierre. C'est au carré de son soleil, ce qui veut dire que en fait, elle a son Mars à 12 du Lion qui est sur le soleil de l'abbé Pierre. Elle a sa Vénus ici, son Raoult ici à 23 du Lion qui est sur la Vénus de l'abbé Pierre.
Pour terminer, et avant de vous dire mes conclusions, la fille de cette femme, qui s'appelle Jacques Paul, a fini par accuser sa mère. Ça a été très compliqué. Il faut vraiment lire les histoires du procès. J'ai écouté un petit podcast. Il semblerait qu'elle était aussi enfermée en préventive. Je n'ai pas sa date de naissance, hein, c'est vraiment dommage. Elle a développé une amitié homosexuelle, ce qui fait que lorsque sa copine s'est fait libérer, elle a chargé sa mère au procès pour pouvoir retrouver sa copine. Résultat, sa mère a été condamnée et elle a été acquittée. Ensuite, elle a beaucoup regretté une fois qu'elle s'est séparée de son ami. Enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est que, en définitive, toute cette histoire d'assassinat tourne beaucoup autour du sexe. Qu'il y a des histoires de tromperie assez invraisemblables, qu'il s'agit de la sœur, donc de la sœur de son père, donc il s'agit d'un membre de la famille proche, que lui, à l'époque de l'assassinat, il a 8 ans, qu'il a peut-être et sans doute été en contact avec cette femme et donc avec sa cousine, qu'il a, on dit, beaucoup prié pour elle, et qu'en définitive, pour terminer, elle, donc Hera Myrtel, va se retrouver, va complètement changer de personnalité en prison jusqu'à mourir, alors selon certains chroniqueurs, dans une espèce de sainteté, 10 ans plus tard, que sa fille, une fois qu'elle aura quitté son ami, regretté, elle aura beaucoup visité sa mère, et sa fille va rejoindre un couvent de bénédictines. Et l'abbé Pierre, lui, va faire sa profession de foi chez les Capucins en 1931, qui est l'année de la mort de sa tante. Donc, voilà, je vais arrêter maintenant le partage d'écran. Ce que je veux dire, c'est que l'astrologie peut nous servir à ça. C'est-à-dire que en regardant tout ça, j'ai des suspicions. Aucune certitude. Je voudrais surtout pas que les gens qui vont écouter cet enregistrement pensent que l'abbé Pierre a peut-être été abusé par sa tante, par exemple, ou que il y a un trauma très puissant. Mais en tout cas, il est confronté à l'âge de 8 ans à une sordide histoire, à la fois de meurtre, mais aussi de sexualité. Parce que sa cousine, en définitive, finit par charger sa mère à cause, c'est ce qu'elle dit elle-même, d'une relation homosexuelle, et sa tante semble avoir vraiment dépassé toutes les limites également de ce côté-là. Il faut quand même savoir que non seulement, bon, évidemment, elle trompait son mari, mais lui aussi sans doute, hein, c'est pas seulement l'histoire, mais elle lui a tiré une balle dans la tête, elle l'a mis dans une malle qu'elle a envoyée par la poste. Enfin, c'est une histoire invraisemblable. Et penser qu'à l'âge de 8 ans, et un peu plus tard encore, l'abbé Pierre a été confronté à toute cette histoire. On peut se demander si cela a agi sur son psychisme. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter un petit peu. Alors, en tout cas, bon, pour une petite réaction à chaud, parce que bah, tu as fait beaucoup de recherches, c'est un sujet pointu, donc c'est difficile de réagir vraiment à chaud. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que traditionnellement, les oncles et les tantes, c'est Jupiter. Et dans le thème de l'abbé Pierre, pour moi, son Jupiter, il est central de toute façon. C'est quelque chose vraiment que j'ai relevé. Il est central par son opposition à Saturne 8, qui semble quand même bien représenter tout ce qui est de l'ordre des restrictions et des frustrations de la sexualité et du pulsionnel.
Et donc, ce Saturne s'oppose à Jupiter. Alors, un Jupiter en Sagittaire et en 2 qu'on peut lire basiquement dans la vie de l'abbé Pierre comme les valeurs religieuses, tout simplement, hein, qui sont fondatrices et qui vont pour le coup s'opposer et interdire la sexualité. Donc, vraiment quelque chose de très littéral avec cette opposition, bien qu'elle soit générationnelle. Mais dans le cadre de ce que tu viens de dire, ça peut être intéressant aussi en termes de, voilà, d'identification familiale, effectivement, de voir que peut-être que cette tante, elle est représentée justement symboliquement par ce Jupiter, qui est donc, encore une fois, hein, pour moi, c'est une clé du thème, parce que non seulement il y a l'opposition à Saturne donc, qui est générationnelle, mais il y a surtout le carré à Mars, Mars, Cérès, Mercure, en Vierge. Donc là aussi, un signe de contrôle, un signe de maîtrise qui sous-entendrait effectivement de faire taire tout ce qui est de l'ordre du pulsionnel. Et pour moi, il y a même un grand carré en réalité, hein. Si on inclut Chiron dans la donne, on a un grand carré dans son thème qui unit donc Mars, Cérès, Mercure d'un côté, à l'opposition de Chiron et au double carré donc de l'opposition Jupiter-Saturne. Et ça, en fait, ça me semble pour le coup très fondateur sur le sujet qui nous intéresse parce que on a les deux planètes finalement essentiellement du désir avec Mars et du plaisir avec Jupiter, qui semblent extrêmement contrariées dans ce thème par les oppositions respectives à Saturne et à Chiron, extrêmement en souffrance, extrêmement en tension, puisqu'on a là finalement la grande figure de son thème, hein, c'est ce grand carré. Donc effectivement, en tout cas, la souffrance liée à la frustration, elle est claire dans ce thème. Et je dirais que qu'on sache qu'il soit passé ou non à l'acte d'ailleurs, c'est-à-dire que qu'on sache maintenant les événements ou qu'on les ait jamais su, il était clair dans son thème que cette frustration au niveau sensuel, sexuel, du plaisir, du désir, elle apparaît de toute façon dans le thème. Et Oui. alors, comment elle s'explique? Ben, encore une fois, basiquement, on peut dire qu'effectivement, ce Jupiter en 2 et en Sagittaire, il représente vraiment tout le poids de l'aliénation religieuse, tout l'interdit effectivement religieux concernant ces sujets, mais aussi dans une approche héréditaire, familiale, comme tu viens de la faire, on peut effectivement dire que ce Jupiter, traditionnellement, il représente effectivement les oncles et tantes et qui peut être lié. Alors, d'ailleurs, tu parlais aussi de la cousine, hein, donc ça nous renverrait à Mercure, qui est conjoint à Mars, qui est aussi en tension avec Jupiter, qui est aussi en tension avec Saturne, qui est aussi en tension avec Chiron. Donc, ce niveau d'interprétation, il me semble aussi effectivement pouvoir être très intéressant. Par rapport à ce Saturne-là en 8, vraiment, je te rejoins vraiment, Philippe, là, sur cette lecture-là de la frustration et de la maîtrise du pulsionnel. Et en fait, il y a un autre thème astral qui a exactement le même Saturne en signe et en maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le thème de Freud. Il a exactement le même Saturne. Il a un Saturne Gémeaux en 8. Et c'est vraiment intéressant parce que bon, Freud a énormément écrit sur la sexualité, donc on a vraiment on a un Saturne littéral, hein, quelqu'un qui est un maître intellectuel et qui va théoriser sur la notion de sexualité, enfin, donc, dans le cas de Freud. Mais il a aussi eu toute une dynamique aussi j'allais dire d'ascétisme sexuel, de sobriété sexuelle, je sais plus, je perds mes mots un petit peu, qu'on peut relier à ce Saturne. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi comment, de voir cette même dynamique à l'œuvre de manière différente chez ces deux personnes, mais en tout cas avec effectivement cette thématique de la volonté de maîtriser cette dimension-là, effectivement. Alors, c'est intéressant. Bon, moi, évidemment, on en a déjà parlé entre nous et je suis pas partisan de l'association Maison 8 Sexualité, même si elle nous vient de l'association Maison 8 Scorpion, mais c'est une association moderne. Ceci étant dit, Freud, d'ailleurs,
avait, parce que là, si on regarde la maison 6, en maison Placide, hein, parce que j'aimerais bien qu'on regarde ensuite en maison signe entier, Mhm. on a Raoult, donc celui qui amplifie, celui qui augmente, qui est au quinconce de Mars, et Raoult est dans la maison 6. Et Freud, lui, Il avait c'est, aussi l'axe des nœuds lunaires en bélier balance. voilà. Ils ont les mêmes Et, axes. voilà, il Tous. y a une Ouais. relation, et lui, c'était une oralité galopante, parce que ça s'est passé par Vénus chez lui, et il est mort du cancer d'un cancer de la bouche Oui. à Il avait une cause de conjonction son sur le. accro au cigare, quoi. Oui. Donc, mais ceci Ouais. étant dit, moi, évidemment, alors, évidemment, il y a Jupiter, il y a Mars, il y a Saturne, et ainsi de suite. J'aime bien me dire que, enfin bon, je suis comme tout le monde, j'ai écouté pas mal de choses sur les découvertes, donc sur l'abbé Pierre, et on sent qu'il y a un Mars qui est un peu hors de contrôle. Chose que j'avais vue lors de mon premier travail sur lui, mais évidemment, je m'étais fait piéger comme tout le monde par sa réputation. Et donc, j'avais même conclu, ah, voilà quelqu'un qui a réussi à canaliser, on va dire, ses énergies scorpions, parce que non seulement il a un Mars qui est amplifié par Jupiter, qui est aussi amplifié par Raoult, le nœud lunaire nord, mais il a aussi le Soleil au parallèle de déclinaison de Pluton. Donc il a des énergies scorpions très puissantes. Et je m'étais dit, bon, ben, en fin de compte, voilà quelqu'un qui a réussi plus ou moins, en tout cas, à s'en sortir. Ce qui s'est avéré effectivement faux. Et la répression, à la fois l'explosion de la sexualité, parce que il s'est pas tant réprimé que ça, mais à cause d'une répression sans doute vécue très jeune, avec toutes ces histoires d'ailleurs dont j'ai parlé, on peut la voir dans ce triangle qui est assez infernal entre Jupiter, Mars et Saturne, considérant Mercure. Parce que Mercure, y a ce principe hein, d'astrologie hellénistique qui fonctionne pas mal, le principe de translation de lumière. On pourrait dire, oui, Saturne-Mars, bon, il y a 10 degrés pour un carré, ça peut être un peu vaste, mais en fait, Mercure fait le relais. Donc, c'est Mercure-Mars au carré de Saturne et au carré de Jupiter. Et là, on a d'un côté la répression, Saturne-Mars, hein, les carrés Saturne-Mars vont avoir tendance à réprimer le désir, et on a au contraire l'amplification avec évidemment Jupiter-Mars. Ce qui fait que les deux ont dû se battre chez lui absolument toute sa vie. Ça a dû être véritablement compliqué. Et Oui. le fait que Raoult soit aucun quinconce de Mars, ça explique beaucoup tout le secret. Raoult est associé, en tout cas en astrologie védique entre autres, aux manœuvres secrètes, euh, à l'amplification du désir. D'ailleurs, on retrouve très facilement des connexions Mars-Raoult dans les thèmes des violeurs. Et là, moi, c'est des connexions que j'avais vues, mais astrologue ou pas, je me suis fait complètement piéger, comme la plupart des gens, je suppose, par la réputation qu'il avait. Ça peut être neptunien, hein, par ailleurs. Hein. Pardon. C'est-à-dire, Bah, c'est très neptunien parce que c'est un thème en fait qui a un Neptune culminant. Donc on a une dominante aussi neptunienne. Enfin, Neptune est quand même très fort dans cette carte. Et je trouve finalement que cette histoire de l'abbé Pierre exprime une certaine dimension de Neptune. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, on l'a vu comme un neptunien lumineux, c'est-à-dire on l'a vu comme un homme d'église, un homme charitable, empathique, solidaire avec les plus démunis.
Et puis finalement, sur ces dernières années, on se rend compte qu'il y avait tout un monde secret, un monde caché, composé de fantasmes, composé de cachotteries, de pulsions qui n'étaient pas visibles. Et ça aussi, quelque part, c'est une image de Neptune. Et cette capacité eh ben, de ne pas le voir en fait et de pouvoir se tromper à ce point, je trouve que c'est une vision de Neptune. Ça ne veut pas dire que tous les Neptuniens ont forcément une face sombre et on voit dans ce thème, comme on l'a dit, il y a que Saturne qui compresse cette maison 8 quelque part peut créer justement de la pulsion qui vient de la compulsion. Mais du coup, Neptune se met dessus et c'est très polarisé avec Neptune. Soit c'est la toute lumière, c'est l'âme parfaitement pure, ou finalement c'est tout ce qui était sale qui était caché derrière. Je trouve que ça parle pas mal de la planète Neptune d'une certaine manière. Moi, je suis assez d'accord avec ton analyse, d'autant qu'il a Neptune au carré de l'ascendant, ce qui implique une double nature. Et Neptune, on le sait, hein, c'est justement à la fois le saint et le fou. C'est l'écartèlement, c'est la tête dans les étoiles, les pieds dans les marécages. Et là, on a un exemple parfait, je suis tout à fait d'accord. Alors, il est intéressant de voir par rapport à ce Neptune conjoint milieu de ciel, et effectivement cette réputation de saint qu'il a toujours eue, euh, comment justement à l'heure actuelle la vérité s'est révélée. Et donc, j'ai trouvé très intéressant de mon côté d'aller regarder la date où a été publié notamment le rapport d'Emmaüs qui a tout fait éclater. Donc c'était le 7 juillet dernier, en 2024. Et à cette date-là, bah, contemplez, on a Pluton qui arrive pile à l'opposition du milieu de ciel, donc de la réputation, hein, le milieu de ciel véritablement au sens du renom, et qui va non seulement révéler ce qui est caché, mais qui va détruire en réalité, hein, l'image sociale fausse qu'on avait. Alors on a d'ailleurs aussi en transit rapide le jour même, ben, la Lune qui passe sur ce MC, hein, à l'opposition de Pluton, hein, qui est le petit déclic supplémentaire. Et on a vraiment donc là ce côté révélation et destruction typiquement plutonien. Alors d'ailleurs, on a aussi une progression qui est très intéressante. Je ne sais pas si tu peux afficher le thème des progressions pour le même jour, hein. Mais ce jour-là, donc, ah, c'est tout tordu, comment ça se fait? Pardon, attends, tu vas plus vite que moi, attends. Hop, je les mets pour le 7 juillet. Voilà. Et donc bah là, les progressions qui sont quand même très très intéressantes aussi, c'est la progression groupée donc de MC, Mars et Soleil, surtout le Soleil, qui va se retrouver donc sur Jupiter natal. On en revient à ce fameux Jupiter et donc réactiver l'ensemble du grand carré, réactiver le carré Mars, Cérès, Mercure, l'opposition Saturne, le carré à Chiron si on le prend en jeu. Donc, je trouve ça quand même vraiment passionnant dans le sens où ça nous permet de constater qu'un thème fonctionne, enfin, continue à fonctionner Oui, après la mort. C'est-à-dire que l'entité que fut l'abbé Pierre ouais, ouais. continue à exister, au moins au niveau symbolique, celle du souvenir, à travers son thème. Donc son thème qui continue à fonctionner à travers les transits et même les progressions. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très intéressant aussi. Je pense que ça, c'est un des progrès qu'on doit à l'informatique. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'astrologues à travers le monde qui sont tous en train de se faire les mêmes réflexions. Là, ils appellent ça posthumous, la astrologie posthume chez les Américains. Et je pense qu'on a tous et qu'on constate de plus en plus tous exactement ce que tu viens de dire. C'est très étrange
et c'est un beau domaine de recherche qui est en train de s'ouvrir. Et effectivement, dans les transits, il y avait aussi un retour des nœuds lunaires quand ça s'est passé. Ouais. Enfin, là, on ne le voit pas, là, c'est les nœuds des directions, mais il y avait également un retour. Oui, oui, il y a effectivement un retour des nœuds lunaires qui renvoie aussi à. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas une lecture identique pour le coup à celle de Bernard, mais je voudrais quand même dire justement un mot sur cet axe des nœuds lunaires parce qu'il me semble intéressant. Pour moi, il me semble avoir été vécu. Au sens où le Nord en bélier en 6, c'est vraiment l'idée d'un combat, hein, bélier, pour les petits, les pauvres, les modestes en 6. C'est aussi l'idée, si on prend du côté du nœud sud, d'une spiritualité, mais qui doit s'inscrire dans le réel, dans la maison 6, dans le concret. C'est aussi cette idée quand même de prendre un leadership, de prendre l'initiative, très bélier, en se mettant au service des autres, en 6. C'est une spiritualité avec le nœud sud en balance et en 12, qui est très consensuelle à la base, et qui doit se faire plus combative, plus pratique. Donc, toute cette dimension-là, elle restera pour moi, c'est quand même une dimension accomplie, et c'est quelque chose qui est intéressant de voir ce retour des nœuds lunaires comme si à un moment donné, socialement, mondialement, on nous dise il est temps de changer vos idoles, quoi, en gros. C'est-à-dire que celui qui pendant des années a incarné pour moi cet axe nodal, qui a été en France, alors en plus en France c'est intéressant hein, parce que la Ve République elle a le même axe nodal Bélier-Balance, donc il y avait vraiment une forte résonance à mon avis. Et sous-entendu, ces révélations, ça nous dit, bon ben voilà, là il y a un cycle qui est fini, il y a une page qui se tourne, ok, vous avez eu cette idole, vous avez eu ce modèle, il a été des années dans le top 3, je crois, hein, des personnes les plus aimées par les Français, y compris après sa mort. On recommence tout, et il est temps de trouver quelqu'un d'autre peut-être, justement, qui remplisse cette même fonction. Alors, en Et tout cas, oui, je t'écoute. excuse-moi, mais je reviens juste encore une fois à Neptune et à la nature de Neptune par rapport à ce que tu dis, par rapport effectivement au fait qu'il faut trouver des nouvelles idoles. Et je trouve que, encore une fois, je trouve qu'on voit la nature de Neptune parce que est-ce que les Français vont de nouveau faire confiance? Est-ce qu'ils vont de nouveau, comment ils vont se remettre de cette désillusion, les Français et puis voilà, toutes les personnes qui estimaient l'abbé Pierre. Et c'est aussi, c'est aussi un visage de Neptune, de j'y ai cru, j'ai aimé cette personne, je lui ai fait confiance, j'étais fragile et voilà, j'y ai cru. Et maintenant, j'ai été trahie. Et donc, comment est-ce que je me relève de cette désillusion? Et des fois, je trouve que dans la nature de Neptune, on ne croit plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelle idole. Il y aura plus, c'est-à-dire que quelque part aussi, ce qui se passe nous renseigne sur la nature réelle d'un être humain, sur le fait que chaque être humain, est-ce que ça existe des saints? Est-ce que quelqu'un de parfaitement pur et lumineux existe? Et nous, on le voit en astrologie, dans chaque thème astral, il y a un Pluton, il y a un Mars, il y a une maison 8, il y a des choses un peu chargées. Et je pense, quelque part, je pense, c'est personnel, je pense qu'on va avoir du mal à s'en remettre. Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles idoles, ou en tout cas, les nouvelles idoles seront plus réalistes, en tout cas, des êtres humains normaux, en tout cas, équilibrés. Alors, ce serait génial si on n'avait pas de nouvelles idoles, mais ça, je peine à y croire parce que c'est un conditionnement qui est extrêmement profond. Sinon, il est vrai que Neptune, le milieu du ciel, représente beaucoup comment on est perçu. Et donc, il est d'abord perçu comme un saint, et puis là, bon, Neptune, c'est aussi la trahison, tout à fait. Donc là, maintenant, bon, voilà, il y a la trahison. Et sinon, pour revenir à cet axe des nœuds lunaires, en fait, notre lecture, Philippe, est essentiellement la même dans ce cadre. Parce que Ketu, le sud, donc dans la 12e maison, est considéré traditionnellement, en tout cas au moins chez les hindous, comme extrêmement spirituel,
dans une quête spirituelle souvent très personnelle. Et il ne faut pas oublier qu'il a commencé sa quête spirituelle chez les Capucins. Donc, dans un ordre monastique, hein, Maison 12, extrêmement austère. Et qu'ensuite, il s'est tourné vers le service. Et Raoult représente l'action par rapport au nœud lunaire sud qui est dans la quête du sens. Donc, l'action dans le service, Raoult, Bélier, Maison 6. Et de l'autre côté, la spiritualité, qui est tout Maison 12. Bon, je pense qu'on est à peu près sur la même ligne de raisonnement. Le seul point, pour moi, qui est à rajouter, c'est que Ketu est relié à Mars. Raoult, plutôt, est relié à Mars. Et ça, comme je disais, ça, je pourrais ressortir beaucoup d'exemples, mais de gens qui alors, ou terroristes, ou violeurs, ou ceci ou cela, on a quand même beaucoup des relations Mars-nœud lunaire, et d'autant quand l'idéal religieux n'est pas comblé, n'est pas... Parce que dans cette lecture, c'est pas tout d'avoir un Ketu en maison 12. On voit bien qu'il cherche. Et ça, on ne peut pas lui retirer. Il cherche, il part dans un monastère, etc. Mais en définitive, il n'y arrive pas, tout simplement. Il n'y arrive pas et il va retourner dans le monde. Il ne va pas juste être prêtre de paroisse, il va retourner dans le monde et il va être très, très confronté à énormément de tentations. Et là, on pourrait dire que les nœuds lunaires jouent un rôle. Quand on dit que Ketu est relié à la spiritualité, à la quête du sens, c'est vrai, mais si ça déborde, si ça n'est pas suivi totalement et complètement, il y a des notions de compulsion, hein, qui interviennent. Donc, voilà, je pense que malgré tout, enfin, je suppose, hein, on est assez d'accord sur cette lecture, en tout cas dans son thème sur les nœuds lunaires. Tout à fait. Peut-être, on a encore rien dit, alors c'est très générationnel, mais on n'a encore rien dit sur l'opposition de son Neptune conjoint milieu de ciel à Uranus, qui semble quand même importante en termes de répercussions justement de masse en réalité. Hein. J'ai l'impression que vraiment cette opposition Neptune-Uranus sur son axe MCFC a permis justement aussi aux foules de se projeter sur lui, de projeter cette image neptunienne, de l'incarner, y compris contre lui-même peut-être d'une certaine façon. Et il est intéressant, là aussi encore, hein, en transit, de voir que Pluton, non seulement évidemment, il vient impacter directement par opposition son milieu de ciel et son Neptune, mais qui transite aussi sur Uranus et qui transite aussi donc d'une certaine façon sur cette vision sociale qui bouleverse vraiment la vision des masses. Et donc oui, je suis d'accord pour mettre aussi cette fonction sociale, c'est-à-dire cet idéalisme qui a été incarné par l'abbé Pierre, qui est aussi neptunien, au centre de ce qui arrive, dans le sens où ça a été vraiment un homme public et que ces révélations, elles arrivent aussi après toutes les autres, hein, après les balances ton port, après les affaires MeToo, après tout ce qui est en train de se révéler au plus haut niveau et qui touche donc là, au-delà même de la France, qui touche la religion, qui touche le Vatican. Là, il ne faut pas oublier que les dernières révélations en date, et encore il y a 4 jours, ont donc clairement révélé que plusieurs évêques étaient au courant depuis 60 ans, 70 ans, que les choses ont été sues par le Vatican toute sa vie, en réalité, et qu'ils n'ont rien fait alors que les rapports sont accablants. Hein. Donc ces rapports ont été ouverts au public, ouverts aux journalistes. Donc on a eu quelques extraits
où les gens qui rapportaient la situation parlaient d'un homme incontrôlable, parlaient de quelqu'un de profondément malade, parlaient de quelqu'un de perverti. Enfin, les mots étaient extrêmement forts, hein, donc on ne peut pas dire que ça a été pris à la légère. Le Vatican savait, le pouvoir religieux, donc incarné par Neptune, savait, et là aussi, ça entraîne une énorme remise en question sociétale en réalité, c'est-à-dire au-delà de l'homme, il y a vraiment cette dimension collective qui est extrêmement importante parce qu'elle oblige à faire bouger les choses, à faire bouger les lignes, à réfléchir et puis à se dire maintenant il faut faire autrement, quoi. Et tout ça, pas très loin de la conjonction de Saturne à Neptune en mondial. Ouais, qui va arriver effectivement et qui se prépare déjà et qui est. Ouais. Ouais. En fait, il est né en 1912. Alors, c'est intéressant parce que c'est une époque de grands troubles sociaux avec des mouvements anarchistes au sens le plus pur du terme, qui sont très puissants, très intéressants, très intelligents. On a des gens qui se faisaient emprisonner, qui étaient végétariens, qui faisaient de la gymnastique suédoise, qui était le yoga de l'époque, qui était à la mode. Et tous ces gens vont être balayés par la guerre 14. Ça va être un vrai massacre. Et c'est tout un mouvement social qui est très moderne, qui existe à ce moment-là dans cette opposition Uranus-Neptune, avec un Uranus qui est tout début Verseau, qui est véritablement révolutionnaire et qui s'oppose à Neptune, donc qui s'oppose malgré tout au clergé, aux croyances, à la foi, qui cherche à établir une nouvelle société. Et Uranus est en ce sens d'ailleurs au trigone de Saturne, hein, donc il cherche à établir cela dans la matière. Et je pense que l'abbé Pierre a quand même pas mal à nouveau incarné cela. La révolution, Uranus par la compassion, Neptune, Bien sûr. évidemment. Et comme Neptune, c'est pour ça, moi, je me suis débattu avec le fait, je me disais, bon, c'est une double nature évidente, mais le Soleil est en signe fixe, la Lune est en signe fixe, l'ascendant cardinal, Balance, bon, mais Neptune, comme disait Émilie, très important, au carré exact de l'ascendant. Et là, on a la double nature. C'est une double nature incroyablement marquée de ce côté-là. Euh, alors, je reviens sur ce que tu as dit, Bernard, en ouverture, là où tu nous as présenté l'abbé Pierre dans son contexte familial et par rapport à l'Uranus, donc qui est générationnel, mais qui, du coup, en thème personnel, pardon, tombe sur le fond du ciel. Oui. Ça marche assez bien avec ce que tu nous as présenté, quand même une famille dans laquelle il y a eu des scandales, dans laquelle il y a eu des rebondissements, des choses quand même très compliquées. Cet Uranus, il est quand même exactement sur le fond du ciel et on a une répétition thématique puisque Uranus est carré à la Lune. Donc on a quand même deux fois de suite l'information. Il y a des éléments familiaux qui bouleversent et qui d'ailleurs peuvent contrarier le besoin de stabilité, de sécurité de l'enfant. La Lune est en taureau. Moi, ce qui m'a frappé dans ce thème, c'est à quel point Vénus est forte aussi, à quel point tout le thème a une orientation relationnelle. On a une Vénus, pardon, on a une Lune en taureau qui a quand même, voilà, qui est régie par Vénus. On a un ascendant balance, etc. Donc le thème est très vénusien, je trouve. Vénus est conjointe au Soleil. Et donc, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. On voit vraiment que tout ce besoin relationnel, ce besoin de sécurité, aussi ce besoin sensuel, sensoriel, est contrarié effectivement par des forces qui semblent venir aussi de la famille. Si on interprète le thème plus, moins au niveau générationnel, mais plus pour lui par rapport à ses maisons personnelles. C'est vrai que je ne faisais pas sens. Je voyais que le thème était très chargé au niveau familial, mais avant que tu nous partages ça, je connaissais pas, j'avais pas creusé. En fait, ce qui m'a mis sur la piste aussi, c'est juste un petit article
qui date d'il y a 20 ans, où il disait oui, c'est un anniversaire pour l'abbé Pierre qui était déjà mort, mais la famille, donc la famille Grouès, famille bourgeoise, lyonnaise, est très discrète, elle se tait, et ainsi de suite. Et je pense que, comme beaucoup de familles, bien sûr, mais il y a vraiment des secrets qui travaillent. Je n'ai pas eu le temps, encore une fois, de vraiment étudier complètement, mais la lune en taureau de l'abbé Pierre est exactement sur le descendant de sa tante meurtrière. Je pense que là que je vérifie, ça se joue, c'est au degré près, enfin à 2 degrés près. Donc c'est difficile de passer à côté de ce genre de choses. Il y a des éléments familiaux effectivement étranges et on ne peut pas aller plus loin. On peut juste échafauder peut-être des hypothèses, mais oui, il y a possiblement des secrets de famille qui travaillent de toute façon. Du côté, et comme tu dis, du côté vénusien. C'est ce que je montrais, la relation avec sa tante, elle est véritablement vénusienne. La lune est en taureau, le descendant de la tante est en taureau, le Raoult de la tante est sur sa Vénus, et ainsi de suite. Enfin, on a des liens vénusiens très, très prononcés. Après, les liens vénusiens dans une famille, c'est pas toujours des liens incestueux, hein. Je dis Ah ça parce non, non, non. C'est- c'est- mais parce que tout à l'heure, on a émis peut-être l'hypothèse d'un abus, etc. Et, parce que Vénus, elle est souvent décrite comme sentimentale, mais au sein d'une famille, Vénus, c'est aussi le lien de sympathie, c'est l'amour. Il y a Oui, aussi tout à cette fait. dimension de... J'aurais même une tendance à voir ça comme des aspects favorables, hein, au niveau de la synastrie, des aspects bénéfiques et favorables. Simplement, c'est l'ensemble de la structure du thème. Et là, les liens vénusiens dont je parle, à nouveau, donc ma lecture qui est un peu différente de la doxa occidentale, du nœud lunaire nord. Raoult sur Vénus. Non, ça n'est pas favorable. Parce que Raoult représente des manœuvres secrètes, représente l'insatisfaction, des attachements parfois malsains et ainsi de suite. Et dans la synastrie entre l'abbé Pierre et sa tante, là, ça marche bien. Pour toi, en synastrie, par exemple, les contacts nord voilà, planète, a introduit un petit peu cette dimension-là complexe. Il y a toujours quand les nœuds lunaires sont très souvent présents dans les synastries, de toute façon, très souvent. Enfin, moi j'ai des tonnes d'exemples, hein. Et ça peut partir dans des tas de directions différentes. Parce que les nœuds lunaires ont, le, ont la fonction de canaliser les destinées vers leur épanouissement que j'appellerais spirituel. Ça, c'est la fonction de base. C'est pour ça que très souvent, quand il y a des événements, des synchronicités marquantes, eh bien, on s'aperçoit que, ah tiens, transit, progression, etc., des nœuds lunaires sur un point particulier du thème. Et les nœuds lunaires reliés dans les synastries vont souvent emmener dans ce cadre particulier. Mais il y a le côté négatif des nœuds lunaires. Le côté négatif de Raoult étant plutôt attachement et insatisfaction, et le côté négatif de Ketou étant plutôt compulsion. Ce qui fait que hein, j'avais démontré ça, par exemple, lors de l'assassinat de George Floyd, hein, vous vous souvenez, qui se fait assassiner par le policier Derek Chauvin. Et les nœuds lunaires sont extrêmement marqués, c'est-à-dire que le nœud lunaire sud de la victime est sur le Mars de l'assassin. Et l'assassinat a lieu quand les nœuds lunaires s'inversent, c'est-à-dire quand le nœud lunaire nord passe sur le Mars de l'assassin et sur le nœud sud de la victime. On a là voilà, on a ce genre d'exemple qui montre que
ça, pour moi, c'est une des bases de la trame des destinées. C'est pour ça qu'à nouveau, c'est là-dessus, hein, c'est pour ça que j'ai été chercher l'attente de l'abbé Pierre, parce que il y a ce côté trame des destinées, ce côté relation spéciale entre les deux, ce côté, en définitive, également psychogénéalogique. Là, je pense que si on pouvait faire un gros travail sur la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc., on aurait vraiment de très, très belles surprises. Pas très belles pour des astrologues, hein. Soit dit, voilà. Euh, Moi, je me demande quand même, imaginez que l'abbé Pierre n'est pas l'abbé Pierre et que on peut, admettons, il a la vingtaine et il nous demande de faire une orientation professionnelle. Bon, certes, le Neptune, je suis d'accord. Le Neptune, on se dit, voilà, Neptune fort, carrière d'église, ça, j'entends, je comprends. Et je trouve, je reviens quand même sur le thème qui est quand même très vénusien. On a le lion aussi. On n'a pas parlé, mais on a un soleil lion, on a une Vénus lion, on a quand même des dynamiques qui sont, voilà, qui expriment un besoin relationnel ou une dynamique artistique, c'est toute la fibre vénusienne. Et puis on a un besoin d'expression, on a un besoin d'être au centre, d'avoir un rôle, une place. Alors certes, il l'a fait hein, à travers Emmaüs, mais je reviens surtout sur la nature vénusienne de cette carte. Et je me pose quand même la question, est-ce que être dans une carrière ecclésiastique où nécessairement toute relation sentimentale est interdite, est-ce vraiment la meilleure chose à faire quand Vénus est si puissante dans une carte? Et je reprends pourquoi Vénus est fort, pardon, parce qu'on a un ascendant balance, une lune qui est en taureau, on a un nœud sud en balance, une Vénus qui est conjointe au soleil. Ça fait quand même déjà pas mal. Et la lune est en maison 7 si on prend les domiciles terrestres. Donc, non, mais c'est vrai sur l'orientation, personnellement, en tout cas, si on repartait du début, cette dynamique vénusienne, dans la carte, me semble quand même importante et elle peut aussi expliquer les difficultés que ça peut représenter pour une personne qui a besoin de liens, qui a besoin certainement d'amour, d'être dans une voie religieuse dans laquelle on est contraint à une forme de solitude sentimentale. Il y a un décalage, en fait, je trouve. Ouais, je suis tout à fait Attends, d'accord. Philippe, juste une minute, je vais te laisser répondre. Mais personnellement, tu ne veux pas remettre tous les aspects, s'il te plaît, sur la carte? Oui, bien sûr, Euh, pardon. voilà. Je voudrais juste te dire que si c'était un client qui me tombait dessus comme ça et que je devais faire son thème, je ne verrais pas du tout une carrière ecclésiastique. Pas du tout. Pour moi, je verrais plus facilement déjà une carrière d'artiste, par exemple, justement à cause de Neptune et de Vénus. Bon, on peut en parler plus tard, je laisse Philippe intervenir. Bah, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est tout simplement, est-ce que s'il avait pu avoir une vie affective normale, est-ce que justement, ça aurait quand même été quelqu'un qui aurait à un moment donné sombré dans la perversité, sombré dans le viol, sombré. Est-ce que justement cette porte de sortie finalement très vénusienne n'aurait pas suffi à désamorcer le reste? Pour moi, c'est toute la richesse d'un thème et c'est une question pour le coup à laquelle on ne peut pas répondre, dans le sens où peut-être. Parce que bah, c'est ça qui fait toute notre richesse sur Terre. On est avec un certain thème, on est avec des casseroles qui sont évidentes et qui peuvent être identifiées. Maintenant, est-ce que justement ces casseroles astrologiques, on va arriver à en faire quelque chose par rapport à nos choix, par rapport au mode de vie qu'on va avoir, par rapport aux expériences qu'on va avoir, ou est-ce qu'au contraire, on va totalement sombrer dans le côté le plus négatif de notre thème? C'est quand même quelque chose qui, je l'espère, en tout cas philosophiquement, nous appartient. Je n'en ai pas la certitude, hein. Peut-être que effectivement, on est condamné aussi à vivre les mauvais aspects de son thème, mais en tout cas,
j'aime à penser que ce n'est pas le cas. Après, pour ce qui est justement d'une orientation, mais au sens le plus large finalement, hein, parce que là tu disais un petit peu s'il venait pour de l'orientation professionnelle. Alors oui, parce que évidemment ça aurait conditionné énormément d'autres choses. Mais ta question en fait elle sous-entend une orientation de vie effectivement plus large. Moi en réalité, j'ai l'impression que l'abbé Pierre a très bien vécu son thème au niveau social et professionnel et qu'il était totalement à sa place et que ce qu'il a fait était il a aussi apporté beaucoup de bonnes choses. Alors même si on s'aperçoit maintenant qu'il a fait beaucoup de souffrances, qu'il a produit aussi beaucoup de souffrances, mais il a vécu aussi les côtés les plus positifs de son thème. Alors comment? Bah, ce qu'il ne faut pas oublier par exemple, c'est que son amas Mercure, Cérès, Mars, il est en 11, donc c'est tout ce qui est les actions groupées, les actions associatives. Son soleil en Lion et en 10, bah, c'était diriger, être le porte-parole de ces associations. Son nœud nord en Bélier en 6, pour moi, j'en ai déjà parlé, c'est effectivement mettre sa force d'action, de combativité au service des autres, au service des petits notamment. Son Neptune, bah, c'est effectivement se servir de sa réputation et même se servir de la religion pour atteindre des objectifs. Donc moi, en réalité, sans parler spécialement d'une carrière ecclésiastique, où là, effectivement, je suis d'accord avec toi, Bernard, c'est pas spécialement la chose qui me serait venue, mais par contre, dire à cette personne que d'une façon ou d'une autre, il fallait qu'elle s'engage pour les autres, qu'elle le fasse en se mettant en première ligne, en étant bien visible et en fédérant autour d'elle un groupe, une force sociale, bah, tout ça, ça correspond très bien à son thème en réalité. Et si cette personne à ce moment-là m'avait dit, mais j'ai aussi des aspirations religieuses qui sont fortes, etc., ben, ma foi, en regardant son Neptune, je n'aurais pas pu l'en dissuader. Et en regardant aussi son dessus, je n'aurais pas pu l'en dissuader. Donc oui, il y a cette problématique affective qui me semble évidente, hein, ces frustrations affectives qui sont d'autant plus fortes qu'on est effectivement, comme tu le dis, Émilie, dans un thème qui est très vénusien et très solaire. Mais est-ce que pour autant l'orientation qu'il a prise et la vie qu'il a menée ont été des erreurs finalement? Ben, moi, je ne le pense pas. Et bah, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Philippe. Et en fait, en t'entendant parler, effectivement, on voit qu'il y a plein de planètes qui ont été vécues et qui ont été vécues aussi effectivement positivement. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on sort du côté, l'abbé Pierre était un saint, puis maintenant c'est vraiment un pervers et que ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus subtil. Enfin, c'est jamais tout positif, tout négatif, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, dans les planètes que tu as citées, il y en a deux qui n'ont pas été citées et je me dis qu'ils peut-être oui, ont pu être plus compliquées. C'est la Lune en taureau en 7 et bon, l'Uranus peut-être. L'Uranus, pourquoi pas, il a pu le vivre. Mais je reviens à la Lune taureau en 7. Ça, c'est quand même, la Lune, elle est quand même gardienne d'une forme de bien-être et puis elle représente aussi ce dont on a besoin pour se sentir bien, le type d'environnement qu'on cherche à reproduire dans sa vie. Et mine de rien, là pour le coup, je trouve que la lune en taureau, et c'est pas l'orientation professionnelle, mais je trouve que la lune taureau 7, elle est un peu décalée par rapport peut-être au mode de vie que j'imagine, que je ne connais pas, mais que j'imagine d'un homme d'église, puisqu'il y a négation de la sensualité. C'est quand même un des indicateurs du taureau, qui est un signe vénusien de terre, donc qui exprime le plaisir de la matière. Et puis la maison 7, c'est une maison de la relation, surtout de la relation en tête à tête, et souvent affective, maison du mariage en astrologie traditionnelle. Donc je trouve que la lune, pour le coup, ben, je ne sais pas où est-ce qu'il a pu la vivre. Alors que pour le reste, effectivement, c'est pas à côté. Même plutôt en maison neuve, avoir un certain pouvoir au niveau spirituel, amener des remises en question. Et ce qui est fort intéressant d'ailleurs, pardon, je passe du coq à l'âne, mais sur Pluton en neuf, c'est que mine de rien, il le fait quand même, même après sa mort, puisque l'abbé Pierre nous montre toutes les ombres aussi de l'Église. Et c'est aussi Pluton en neuf. Donc c'est aussi intéressant. Voilà. Pour conclure, je trouve que c'est la Lune surtout qui est un peu à la traîne dans ce thème. Alors, Bah, juste ça un dépend. petit mot rapide et je te laisse répondre, Bernard. Juste Mais vraiment vas-y. très rapidement. Euh,
Juste, je pense qu'il a pas eu la bonne religion en réalité, parce qu'il aurait été pasteur aux États-Unis, il pouvait se marier, il aurait été bouddhiste, il pouvait aussi. Donc le problème, il est juste que finalement, ce qui a été sa malédiction, c'est peut-être justement cet Uranus opposé Neptune, qui a fait que il est resté dans quelque chose de conventionnel avec son Jupiter en Sagittaire 2, alors qu'il aurait dû peut-être chercher sa spiritualité ailleurs. Je te laisse parler, Ben. Alors, déjà, la lune en taureau, s'il l'a pas mal vécu, et ça, c'est quand j'ai fait mon premier travail sur Emmaüs, parce qu'il y a eu Lucie Coutaz, qui est une femme très importante dans son existence, et d'ailleurs qui fait sans doute partie des gens qui ont plus ou moins réussi à le canaliser. Et il a eu pas mal d'associations. Et le domaine associatif, Emmaüs, c'est tout à fait ça. Ensuite, alors ça rejoint ce que Philippe vient de dire, c'est que moi, j'aime bien toujours me placer. Voilà, moi, je suis l'astrologue. Voilà l'abbé Pierre qui vient me voir théoriquement, c'est-à-dire que, on va dire, il a 18 ans, il a 20 ans. Je lui dis, vous avez Ketu en 12, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de compulsion vers la spiritualité, mais vous avez Uranus opposé à Neptune. Uranus représente la recherche personnelle, individuelle, en dehors des croyances, en dehors des religions collectives. Il n'aurait pas fallu qu'il soit ni évangéliste, ni bouddhiste, ni rien du tout. Il aurait fallu qu'il soit dans une spiritualité moderne, d'une recherche personnelle. Parce que, lui aurais-je dit aussi, vous avez Uranus au carré de la Lune, vous êtes fait pour révolutionner la pensée. La Lune, c'est aussi le contenu de la pensée, c'est le contenu du mental. Donc, vous êtes fait pour révolutionner la pensée, d'autant que la pensée maîtrise l'essentiel, en tout cas, bon, de mon point de vue, de la 9e maison. Donc, il était fait pour faire une révolution spirituelle, autant en lui-même que chez les autres. Et ça ne l'aurait pas du tout empêché d'exprimer, comme il l'a fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les bons côtés de son thème. Ce qui lui a manqué, c'est de se servir correctement d'Uranus. Il a un Uranus qui est au fond du ciel, qui est central, qui est au carré de l'ascendant, opposé à Neptune, au trigone de Saturne, au carré de la Lune, au quinconce de Pluton. Je veux dire, il pouvait faire exploser les choses. Et non, qu'est-ce qu'il fait? Il reste enfermé dans un christianisme suranné qui lui interdit de se marier, qui lui interdit les relations sexuelles. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment un manque de liberté. Et de ce côté-là, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable d'exprimer son Uranus. Et c'est là la source de tous ces problèmes, en définitive. Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein, d'autant plus que finalement, le seul bon aspect que fait son Saturne, justement, bah, c'est à Uranus, et sa seule porte de sortie, elle était là. Je suis tout à fait d'accord. Mm. Il a manqué les conseils d'un astrologue. Ouais. Ouais. Après, comme on disait aussi, hein, chaque destinée, elle est imbriquée dans, dans l'histoire, dans l'évolution de la société à un moment donné. On ne peut pas aller plus vite que la musique parce que nous, on parle aussi en 2024 où on a vu toute l'ombre de la religion catholique et d'autres religions. C'est plus facile pour nous. On est déjà bien sorti en fait de la période un peu neptunienne des grandes religions, en tout cas en France. Et puis, je reviens sur ce que tu as dit, Bernard. Sa famille était aussi dans le christianisme, donc c'est quand même pas facile. Il aurait pu, effectivement, c'est ce qui était demandé par cet Uranus en 4, de couper, de faire vraiment différemment ce qu'a fait sa famille. Mais certainement, comme tu l'as montré, les destinées étaient imbriquées. Sa tante avec qui il est lié, elle a quand même fini au monastère. Donc ça a dû jouer, effectivement, ça a dû faire une pression, ça a dû jouer un rôle, quoi.
C'est ça le mystère malgré tout auquel nous sommes confrontés. Et Philippe, il Mm. en parlait tout à l'heure. Je veux dire, on a ce thème astral et on sait qu'il aurait suffi que ça penche, mais alors d'un rien de plus du côté uranien pour tout changer. Et c'est toute la question du libre arbitre. C'est là où elle se pose. Et qu'est-ce qui fait? Parce que à l'époque, à l'époque de sa naissance et pendant sa jeunesse, il y avait énormément de mouvements spirituels qui rompaient avec les grandes religions. Donc, il pouvait. Il y avait, moi évidemment, je me réfère toujours à Krishnamurti qui lui était né en 95, qui a été conditionné par l'hindouisme, ce qui est aussi puissant qu'être conditionné par le christianisme, et qui a été capable de tout laisser tomber. Il y avait moyen. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui réussit et l'autre ne réussit pas? Et je pense que tous, autant que nous sommes, on doit se poser la question. Pourquoi, à un moment donné, un être va prendre la décision, va réussir à faire fonctionner la révolution uranienne dans son thème, et un autre ne va pas réussir? Et je ne suis pas sûr qu'on ait totalement la réponse à cette question. Et ça me fait penser à quelque chose, Bernard. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que lors des transits des nœuds lunaires, par exemple, il se passe des choses qu'un astrologue ne pourrait pas prédire. Et ces choses qui se passent, ce sont la rencontre d'une personne, l'arrivée d'un livre, un sentiment intérieur, une révélation, bref, des choses qui semblent programmées comme une espèce de, voilà, de décor de théâtre qui t'est donné et toi, tu vas évoluer dans ce décor. Et l'astrologue ne peut pas le définir et la personne non plus. Mais après coup, ça apparaît comme des évidences. Je trouve que les choses les plus importantes de notre vie, on ne les choisit pas. Et Oui. voilà, elles apparaissent et souvent liées au transit des nœuds lunaires. En fait, Et moi, j'appelle je ça trouve les que les circonstances obligatoires. je trouve, voilà, ce que j'allais dire, je trouve que les nœuds lunaires sont un endroit de moindre libre arbitre. Tout à fait. Les nœuds lunaires sont les lieux où nous avons le moins de libre arbitre et ils sont liés aux circonstances obligatoires. Le libre arbitre, effectivement, tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir ton libre arbitre, si l'on peut dire ah ben oui, je poursuis cette relation ou pas. Mais la rencontre, tu ne la choisis pas. Mhm. Et les nœuds lunaires sont beaucoup imbriqués dans ces rencontres, dans ces événements. C'est pour ça que j'appelle ça des rencontres ou des événements obligatoires. Mhm. Et euh, oui, ça, on le vérifie tout le temps. Oui, je suis bien sûr d'accord, hein, quel que soit le nom qu'on donne, après, moi j'appelle ça l'intervention de la Providence ou un système de Deus ex machina, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est l'idée qu'effectivement, au moment des transits majeurs des nœuds lunaires, il est évident que dès qu'on fait un peu d'astrologie sur beaucoup de personnes, on s'aperçoit que, comme tu le disais, Émilie, comme tu le disais, Bernard, toutes les choses les plus importantes vont arriver souvent à la faveur de ces transits, ainsi d'ailleurs que ceux d'Uranus. Parce que dans le style quand même, les événements Mm. justement imprévisibles, impondérables, qui nous tombent un peu dessus comme ça, Uranus, il est très très fort aussi. Donc c'est vrai que, mais globalement, entre l'un et l'autre, c'est-à-dire entre les transits des nœuds et les transits d'Uranus, tu retraces tous les grands caps d'une vie, hein, c'est clair. En fait, je les nomme obligatoires, mais parce qu'il y a un cadre. Enfin, on n'est pas obligé, mais moi, j'aime bien avoir le cadre métaphysique. C'est-à-dire que dans le fameux mythe qui voit la naissance des nœuds lunaires chez les hindous, le nœud lunaire nord représente les expériences obligatoires sans lesquelles on ne peut pas trouver le sens spirituel de la vie. Et c'est l'alliance des deux qui va permettre de fabriquer le nectar d'immortalité qu'on peut traduire par, comme on veut, illumination, réalisation de soi, et ainsi de suite. Donc il y a un sens à tout ça. Et les nœuds lunaires sont un carrefour du sens, événement obligatoire, afin que nous allions
dans ce qui semble être une sorte de téléologie, une sorte de finalité. Mais évidemment, là, on est dans des conceptions métaphysiques enfin, qui pour moi sont réelles et évidentes, mais tout le monde n'est pas obligé d'admettre cela, bien sûr. En tout cas, pour aussi se placer sous un optique spirituel, et pour totalement peut-être répondre à ta problématique, Émilie, de tout à l'heure, là, sur ce thème, euh, moi, j'ai la sensation qu'y compris dans sa dimension actuelle négative, l'abbé Pierre a totalement incarné et rempli sa mission terrestre. Et que dans son ombre et dans sa lumière, il a fait le job, quoi, en gros. Il a suivi ce qu'il devait faire à titre personnel et ce qu'il devait incarner à titre collectif. Et encore une fois, dans l'ombre et dans la lumière. C'est fort ce que tu dis. Ça m'émeut. Non, mais ce qui est beau aussi, c'est justement de sortir de cette dualité. Il a réussi, il a raté. Il y a des expériences qui ont été vécues, certaines, voilà, on va juger lumineuses et d'autres négatives. Mais oui, effectivement, c'est une vie pleinement vécue. Ouais. Oui, enfin moi, je mettrais quand même des restrictions à cela. Je pense que dans son côté social, il a fait des choses extraordinaires, mais ça ne l'a pas empêché de profiter de sa position pour Pour neuf, oui. quand même créer des sacrées problématiques chez certaines femmes qui l'entouraient, et que de ce côté-là, il n'a pas réussi à réaliser l'ensemble de son thème. Je pense que s'il avait totalement basculé du côté uranien, là, le thème aurait été pleinement vécu. Là, je pense que le côté uranien du thème n'a été vécu que d'une façon sociale, mais pas personnelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, je ne voudrais pas être mal compris d'ailleurs, hein, mais je pense simplement justement que la dimension collective l'a emporté sur la dimension personnelle dans son cas. Et là aussi, entendons-nous bien sur ce que ça veut dire. Je ne parle pas d'altruisme. Je pense vraiment que sa mission collective, y compris en tant qu'élément négatif sur ce qu'on est en train de parler, l'a emporté sur sa réalisation personnelle, qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il aurait mieux vécu son Uranus, il aurait réussi justement à vraiment s'éveiller à une révolution spirituelle, il l'aurait sans doute beaucoup mieux vécu. Et peut-être qu'il aurait aussi, par ce chemin, rempli donc une autre part d'une mission collective. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, avec les événements et les faits qui sont les nôtres, on peut aussi se rendre compte quand même que la réflexion révolutionnaire que cette affaire l'abbé Pierre est en train de mettre en place au niveau social est à la hauteur donc de la sainteté qui était accordée au personnage et de son image. Donc, on parle vraiment de quelque chose de collectif et qu'on a besoin aussi de ce genre de choc social, de ce genre d'événements traumatiques au niveau de la société pour remettre en question en profondeur des institutions telles que par exemple le Vatican. Donc c'est en ça, hein, soyons bien clairs, que je dis qu'il a rempli aussi sa mission collective. Évidemment, je ne sous-estime en aucun cas les violences qu'il a fait, la souffrance qu'il a faite et les traumatismes qu'il a entraînés. Mais je pense aussi que il avait le choix justement au niveau collectif, bon, il a peut-être fait le mauvais, hein, mais soit effectivement de cette révolution uranienne personnelle qui lui aurait permis ensuite peut-être justement de bousculer la fourmilière, mais que même sans ayant fait consciemment ce choix, et après sa mort, il va quand même participer à bousculer la fourmilière. Ah oui, d'accord. Je voudrais rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, et ça, dans un cadre d'interprétation, encore une fois, hein, avant même de commencer l'interprétation, ou tout au début, je lui aurais dit, vous avez Saturne au carré de Mercure.
Et pour le coup, j'aurais considéré un Mercure en 12, c'est-à-dire en signe entier, parce que ça fonctionne très bien. J'aime bien, moi je mélange les deux, hein, comme beaucoup d'astrologues traditionnels d'ailleurs, où ils mélangeaient les calculs euh, tels qu'on les fait actuellement et les calculs en signe entier. Si vous calculez que Mercure est en 12, le mal que l'on se fait à soi-même, au carré de Saturne, avec des mauvais choix. Les carrés Saturne-Mercure impliquent quasiment toujours des mauvaises orientations de la pensée et des mauvais choix. Et là, les mauvais choix, entre autres, sont des mauvais choix religieux. Le fait qu'il rentre chez les Capucins, etc., etc. Et dans certaines interprétations, on considère que Saturne au carré de Mercure, ça peut même aller euh, psychologiquement jusqu'à la méchanceté, parce que ça durcit la structure mentale. En tout cas, j'aurais d'abord commencé par là, je le fais toujours, hein, quand j'ai un thème astral Saturne-Mercure, je dis toujours attention, vous êtes capable de faire de mauvais choix dans votre existence. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais choix? C'est un choix qui va influencer négativement votre destinée pendant plusieurs années et quelquefois pendant toute votre vie. Et je pense que là, c'est très important parce que Mercure représente beaucoup les choix, puisqu'il est le discernement, puisqu'il est la clarté d'esprit, puisqu'il est l'ordre. D'accord? Et un Mercure qui est, dans son cas, conjoint à Mars, l'impulsivité, au carré de Saturne, donc je viens de l'expliquer, mauvaise orientation de la pensée, et Mercure, eh bien, euh, a en ce sens un rôle tout à fait particulier, tout à fait important. En maison, en signe entier, il représente la maison 12. Et là, on a quand même quelque chose qui marque spécifiquement le thème. Et à mon sens, ça peut expliquer pourquoi il n'a pas réussi à activer correctement son Uranus. En tout cas, ce serait mon diagnostic quelque part. Et le Pluton quand même. Je vais revenir juste un instant sur le Pluton en 9 quand même. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Uranus, qu'il n'a pas pris la proposition uranienne. Et c'est vrai, mais aussi, il y a un challenge dans ce thème. En tout cas, si on le met en Placidus, je vais le remettre en Placidus 2 secondes. Il y a quand même un challenge plutonien concernant la maison 9. Donc, c'est un challenge, ça peut prendre plein de formes, mais c'est aussi un challenge de pouvoir gérer une position de pouvoir spirituelle, par exemple. Mine de rien, utiliser Pluton, ça peut être un passe-droit. C'est-à-dire qu'en fait, avec ma position d'autorité, j'ai accès facilement à ce que je souhaite. Et alors, pourquoi faire cette révolution uranienne? À quoi elle me sert? Parce que de toute manière, admettons, si j'ai besoin d'avoir des relations physiques, alors avec l'usage que je vais faire de mon Pluton, abuser ma posture d'autorité, j'ai même pas besoin de la faire, cette révolution uranienne. Et je trouve que bah, Je comprends pas. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire. ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait plusieurs aussi manières de vivre ce Pluton en maison 9. Et Pluton, je trouve qu'il questionne toujours sur l'usage qui nous est fait de notre pouvoir et de notre autorité. Et ici, c'est en maison 9. Et quelque part, clairement, dans l'histoire de l'abbé Pierre, de ce qu'on découvre, il y a un abus de sa position d'autorité spirituelle pour atteindre des plaisirs personnels. Il y a clairement un problème de Pluton en maison 9. Et je Oui, bien trouve sûr. que dans les planètes qui dit Pluton ne veut pas dire forcément j'abuse de ce pouvoir. Même ce que j'ai pu remarquer, c'est que des gens qui ont Pluton en 9, on leur donne effectivement une position possiblement d'autorité. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Avec quelle intégrité ils vont l'utiliser? Ça, c'est des vraies questions aussi de Pluton en 9. Et, Mais Pluton est au parallèle du Soleil, hein. C'est donc, très, je très trouve que du important. coup, c'était un challenge très, très important.
Et quelque part, Pluton, en fait, peut être un vrai passe-droit, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a commencé avec Mars-Pluton, où je veux, je prends. Bah voilà, avec Pluton, qu'est-ce qui t'empêche de prendre? Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser, d'abuser? Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ton pouvoir, si ce n'est ton éthique personnelle? Bah, rien, en Non, fait. mais Et normalement, ça aurait dû être à nouveau Uranus. Uranus est au quinconce de Pluton, quasiment exact. C'était le travail d'Uranus. À partir du moment où Uranus n'est pas vécu, eh bien, il vit, malheureusement, Pluton, c'est pas juste en neuf, mais au parallèle du Soleil. Et Pluton-Soleil, c'est l'abus du pouvoir, ça c'est clair. Ça, c'est oui, très, très clair. mais enfin, Mais je veux dire, c'est il pas... aurait pu résoudre ce problème par Uranus au quinconce de Pluton. Uranus avait vraiment toutes les clés, en fait. Oui, 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 oui. Mais voilà, c'était juste pour dire aussi que je trouvais que dans ce thème, puisqu'on était en train de discuter de, voilà, différentes manières de vivre les planètes, je trouve aussi que l'usage de Pluton voilà, était un usage presque, je dirais, caricatural de ce qu'on pourrait attendre d'un Pluton en maison neuve, quelqu'un en position d'autorité et qui va utiliser l'impact psychologique qu'il a sur les autres pour avoir des bénéfices personnels en abusant. C'est voilà, c'est assez caricatural. Mais il y avait d'autres manières. Et une autre manière d'utiliser Pluton en maison neuve, c'est justement de mettre en avant toutes les ombres d'un système de croyance, par exemple, et à quel point, par exemple, demander aux prêtres de ne pas avoir dans la religion catholique, de ne pas avoir de compagne, à quel point c'est un abus aussi. Il y a une forme, il y a une force de réforme dans Pluton qui, pour le coup, n'a pas été non plus utilisée. Et en ce sens, je trouve qu'effectivement, il aurait pu marcher avec Uranus. Parce que je trouve que, mais c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui d'une autre manière, à titre posthume, ça nous interroge forcément sur la religion catholique et toute forme de religion quelque part. Et même, je trouve, ça interroge sur la confiance qu'on peut donner à quelqu'un qui a une forme d'autorité, et d'autorité spirituelle sur nous. Voilà, donc au final, ça se fait. Mais c'est pour ça, c'est de dire, ça aurait pu être vécu autrement aussi. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. Alors, pour ce que ça vaut, c'est juste pour le coup là des éléments de réflexion. J'ai aucune conclusion spécifique, mais j'ai trouvé ça intéressant et ça me le rappelle quand tu parles de Pluton. Parce que Pluton est en Gémeaux et Mars est conjoint à Mercure. Donc, dans ces deux planètes de pouvoir, il y a quand même une forte dimension mercurienne. Mhm. Et j'ai lu dans les différents témoignages que, en fait, l'abbé Pierre avait redoublé de confiance en lui et d'abus de pouvoir au moment où ses livres ont été publiés, au moment où il a commencé à être médiatisé par rapport, que ce soit ses écrits, la télé, etc. Donc, il y a vraiment cette dimension en plus qui me semble intéressante du pouvoir médiatique au sens propre, qui a apparemment énormément joué dans son cas. Voilà. C'était juste pour vous faire partager en plus cet élément, quoi. Et ce qui m'épate en t'entendant, et ce dont je me rends compte, et je pense que vous serez d'accord, c'est de voir à quel point un thème astral, dans toutes ses moindres modulations, s'exprime parfois très concrètement. C'est un Pluton en œuvre en Gémeaux. C'est simplement qu'on ne le sait pas ou qu'on ne comprend pas comment, mais tous les éléments s'interprètent à tous les niveaux, et c'est ça qui rend à la fois l'interprétation si riche, mais aussi si difficile. C'est qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce qui va être le plus visible, qu'est-ce qui va être le plus évident, mais tous les symboles s'expriment en réalité. En fait, Pluton représente le pouvoir. Donc, il a quand même aussi servi à son œuvre sociale. Après l'appel du 24 février 54, hein, je crois, enfin, il me semble, euh, il y a des gens comme Charlie Chaplin qui sont venus le voir, lui serrer la main et lui donner des chèques en direct. Il a eu cette capacité Ouais. à rencontrer les puissants. Il a été député. Donc, il s'est servi de ce pouvoir. Il avait un charisme, hein, ça c'est Pluton au parallèle du Soleil qui est déjà en maison 10, maître en Lion. Il avait un charisme certain dont il s'est servi. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec toi, Émilie. Pluton, c'est beaucoup l'intérêt personnel. Donc, il a vécu les deux. Il s'en est servi pour abuser quelque part,
et en même temps, il s'en est servi pour aider les pauvres. C'est vrai, c'est comme ça. En astrologie, c'est ce que j'appelle auprès de mes étudiants le principe du couteau. Hein, c'est-à-dire, dans tous les cas, la plupart des planètes sont un couteau. À vous de savoir ce que vous allez faire du couteau. Hein. On peut s'en servir pour faire des très belles choses, on peut s'en servir pour tuer les gens. Mais ce principe du couteau, il est important à retenir dans le sens où, encore une fois, ce n'est qu'à posteriori là qu'on peut faire tout ça. Mais on aurait ce thème d'une personne de 20 ans, bah, on pourrait en dégager tous les aspects positifs, mettre en garde contre tous les aspects négatifs, et puis ça serait à la personne justement ensuite de trancher, mais peut-être qu'en ayant plus conscience justement de ces aspects négatifs, et surtout en ayant ce sentiment cosmique que sa vie s'inscrit justement dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça fait toujours une sorte de choc cosmique pour moi, hein, en clientèle. Peut-être que la personne, justement, quand elle s'aperçoit qu'il y a une dimension qui la dépasse et qui dépasse sa seule petite personne et son seul petit ego, peut plus facilement se dire il est important que je fasse vivre les aspects positifs et que je garde le contrôle sur les aspects négatifs. Et encore aussi un petit point, puisque là on fouille un peu le thème dans ses recoins, parce que là, tiens, tu peux mettre les aspects de Raoult, s'il te plaît. Donc, juste de Raoult, bon, ce qui est tout, c'est pas la peine, mais juste pour montrer que Mercure est au parallèle de déclinaison des nœuds lunaires. Et que ça renforce, à mon avis, si on considère que les nœuds lunaires, surtout pour le cas Kétu en 12, est en relation avec les choix spirituels, avec un Mercure au carré de Saturne, mauvais choix spirituel. C'est une analogie qui, à mon avis, fonctionne. Et c'est pas pour rien qu'il est rentré. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me suis vraiment posé la question. Il faudrait avoir les dates, il faudrait avoir des informations que, bon, j'ai pas eu le temps de trouver. Je suis pas sûr qu'on puisse. Mais il semblerait qu'il se soit engagé chez les Capucins l'année de la mort de sa tante. Et, et en plus, sa cousine qui, elle, s'est retirée chez les bénédictines. Donc, il a d'abord faire un choix spirituel vers la maison 12, c'est-à-dire monastère, enfermement, ce retraite, hein, ce genre de choix spirituel. C'est le premier choix qu'il fait, qui s'avère être une erreur. De toute façon, ça ne fonctionne pas pour lui. Et d'une façon plus globale, il reste évidemment enfermé dans la religion catholique alors qu'il était fait pour trouver une liberté spirituelle, pour trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant. Oui, je voudrais juste revenir là sur ta compréhension Mercure-Saturne, mauvais choix. Oui, Euh, c'est vrai que je l'interprète pas forcément comme ça, mais ça peut peut-être se rejoindre. Pour moi, les liens Mercure-Saturne, je trouve que Mercure et Saturne, ils ont quand même des points communs. C'est deux planètes un peu froides de réflexion. Et je trouve que Saturne, en fait, il amène une forme de réflexion. Il amène une forme, il va bloquer l'impulsivité et il va vraiment amener une réflexion profonde. En règle générale, on trouve des aspects Mercure-Saturne dans le thème bien connu d'Einstein, ce genre de choses qui expriment vraiment un fort pouvoir de concentration. Et là où ça peut conduire peut-être à des mauvais choix, je trouve, c'est que Saturne amène une austérité et que les choix vont être pris en utilisant une forme de logique et de froideur. Et certainement en enlevant tout le côté instinctif et la dimension de cœur. Parce que quand on fait des choix, un choix, il doit être équilibré par rapport à plein de facteurs, et notamment nos besoins et aussi nos affects. Et je pense que Mercure-Saturne amène à faire des choix disciplinés, un peu froids et austères. Et en ce sens, parfois, ça peut s'avérer être des mauvais choix. Et je pense que parfois, ça peut être des bons choix aussi. Ça dépend.
Je suis pas sûre que ce soit systématiquement des mauvais choix. Et ça va dépendre peut-être aussi de la carte. Sur des profils un petit peu, voilà, ce que j'appellerais dilatés, des thèmes très jupitériens, très neptuniens, Mercure-Saturne, ça peut être un garde-fou. Mais sur des thèmes un peu déjà très rigoureux, très froids, c'est vrai que c'est un peu. Là, effectivement, il y a beaucoup de faire, donc peut-être que ça Alors, rajoute. Enfin, moi, je le comprends comme ça. pour te répondre rapidement, parce que c'est quand même pas trop notre sujet, Oui, mais oui, pardon. Mercure, bon déjà, là on parle d'un carré, hein, c'est-à-dire on sait Einstein c'était une conjonction, ce qui Oui, ne l'a pas empêché de faire certains mauvais choix. Mon exemple préféré c'est Newton, génie absolu, aussi puissant qu'Einstein, mais qui a fait de gros mauvais choix dans sa vie. C'est-à-dire que Mercure-Saturne renforce la capacité d'abstraction, renforce la capacité de concentration. C'est très clair. Tu retrouveras Mercure-Saturne sous n'importe quel aspect dans beaucoup de thèmes de physiciens et de mathématiciens. J'ai beaucoup étudié Mercure-Saturne, c'est un de mes dadas. Mais par contre, dans la vie privée, énormément de mauvais choix et qui peuvent pousser très loin. Là, le paradigme actuel de la science, de la Renaissance, qui a vraiment beaucoup abîmé le monde. Alors, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment, vraiment. Là, il faudrait qu'on fasse un autre enregistrement. Et beaucoup dû à Newton, entre autres. Et en étudiant énormément de thèmes d'individus, eh bien, euh, on peut avoir des gens particulièrement intelligents, Mercure-Saturne, parce que tu as raison, profondeur de la réflexion avec qui se mélange avec la structure mentale. Hein. Mercure, c'est la structure mentale, c'est l'intellect, hein, c'est l'ordre et tout ça. Donc de ce côté-là, ça fonctionne très bien. Mais les motivations profondes, les désirs secrets sont très rarement compris, examinés, acceptés. Et donc, à cause de cela, on a des mauvais choix. C'est la raison majeure des mauvais choix. Et c'est pour ça que je dis toujours, Mercure-Saturne, c'est l'aspect où les gens se tirent une balle dans le pied. C'est l'aspect où les gens deviennent leurs propres ennemis. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, avant toute décision, alors j'ai écrit même un article dans l'Écho d'Hermès à ce niveau-là, le premier point, avant toute décision, toujours fouiller le plus possible les motivations profondes et les désirs secrets. Et quand vous croyez avoir trouvé, vous refouillez encore. Et deuxième solution philosophique, seul un esprit confus pense avoir le choix. Un esprit parfaitement ordonné sait exactement ce qu'il doit faire. D'accord? Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment la vision que je défends, on va dire, de Mercure-Saturne. Et je pense que dans le cas de l'abbé Pierre, voilà, la notion de mauvais choix est parfaitement évidente. Si je vous écoute tous les deux et que j'essaye d'en tirer une synthèse très rapide, au fond, je pense que vous êtes d'accord. Hein. Vous l'exprimez pas avec les mêmes mots, mais c'est le problème, c'est l'excès théorique en fait. C'est-à-dire des décisions qui ne sont pas prises ni avec le cœur, ni avec l'âme, ni même avec le respect de la vie ou de l'humanité, mais de façon totalement abstraite, totalement théorique, totalement froide, et qui amènent pour le coup effectivement à des mauvais choix parce que tout simplement, c'est des décisions excessives et qui ne prennent pas en compte le côté multidimensionnel de la vie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vous entends tous les deux. Et... Ouais, ouais, c'est bien vu.